Bonsoir et merci d'être avec nous. Bienvenue sur Polynésie la première. Voici les titres de votre journal. Alerte au Marahamou sur la Polynésie. Météo France prévient que des vents de plus de 60 km/h vont toucher plus particulièrement Tahiti et les Australes et générer de forts courants dans les passes. On en parle avec Sébastien Hugoni, chargé de communication à Météo France. Bonsoir. Vous allez nous expliquer dans un instant si le phénomène va perdurer. Comment la Polynésie se prépare-t-elle face aux catastrophes naturelles? Vous allez voir le stock de 33 tonnes de matériel de première urgence dont dispose la Croix-Rouge. Le port de pêche de Papeete sera entièrement réaménagé. Le gouvernement a présenté son projet ce matin aux professionnels du secteur. C'est le dossier de notre journal. Enfin, pour terminer, plein phare sur l'île de Huahine, riche d'histoire et où certaines traditions se maintiennent encore aujourd'hui. Je vous le disais, un Marahamou touche une grande partie de la Polynésie. Les effets se sont fait sentir dans un premier temps sur les Australes aujourd'hui. D'après Météo France, ce phénomène devrait se généraliser sur la société et l'ouest des Tuamotu dès ce soir, avec des vents prévus entre 40 et 50 km/h. Sébastien Hugoni, merci d'être avec nous ce soir. Quelles pourraient être les conséquences de ce Marahamou? Alors le Marahamou, en fait, c'est un vent de sud-est généré par l'anticyclone de Kermadec qu'on voit ici et qui apporte du fort vent sur les Australes, la société et une très grande partie des Tuamotu. Ce vent est de 40 à 50 km/h avec des rafales pouvant atteindre les 70 km/h, notamment sur Tahiti et les côtes exposées au vent entre la pointe de Mara'a à Papara, Teaupo et jusqu'à Itia. Donc le lagon va être très agité, voire fort, avec des creux de l'ordre de 3 mètres et qui va générer de forts courants près des passes, ce qui peut être très dangereux pour les pratiquants nautiques. Ce vent va continuer à souffler sur Tahiti jusqu'à jeudi et sur le nord des Tuamotu jusqu'à Rangiroa, Takaroa, Mani, jusqu'en début de week-end. Donc il faudra faire très attention en fait aux phénomènes marins comme le courant dans les passes. Donc il faut rester prudent encore jusqu'à la fin de la semaine. Alors, avec le réchauffement des eaux, les climatologues annoncent des phénomènes météo violents. On va voir dans un instant comment en Polynésie on s'y prépare. Peut-on dire que la Polynésie est menacée puisqu'on n'a pas connu de cyclone depuis 10 ans maintenant? Oui, effectivement, le dernier cyclone était Oli en février 2010 qui a touché Tubuai. Nous, la Polynésie, on est un peu épargné par les cyclones, mais il ne faut pas baisser la garde. Nous pouvons toujours en avoir. Malgré le réchauffement climatique, en plus des cyclones qui peuvent être un peu plus intenses, il faudra faire attention aux fortes pluies sur les îles hautes, aux fortes houles et aux vents forts, notamment sur les atolls de Polynésie. Donc le phénomène climatique dangereux est toujours présent en Polynésie, quels que soient les mois de l'année. Merci à Sébastien Hugoni. On retiendra donc que le Marahamou va encore persister jusqu'à la fin de la semaine. Et face à un éventuel cyclone, la Croix-Rouge de Polynésie dispose de matériel de première urgence octroyé par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. 33 tonnes de matériel pour un montant de 36 millions de francs pacifiques pour faire face donc à des catastrophes naturelles et autres. Les précisions de Heyata Buluk, Sandro Lee et Patrick Tinsing. Des scies à bois, des pelles, des pioches, des kits de cuisine, des matelas de sol, tout ce qu'il faut pour une famille de 5 personnes. Ici, il y a du matériel d'urgence non périssable et surtout utile en cas de catastrophes naturelles telles que cyclones, inondations et autres. Ces fournitures sont gérées par la Croix-Rouge. Ce que vous voyez ici, c'est un peu la réponse de ce qui s'est passé avec le cyclone Irma aux Antilles. Quand les services de la Croix-Rouge et de l'État sont arrivés, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient rien sur place. Et donc, du coup, s'est posé la question de mettre en place effectivement des stocks humanitaires un petit peu partout. Et donc, ils ont commencé par le faire aux Antilles. Ensuite, ils ont déployé la même chose un petit peu partout dans le monde avec des choses qui existent déjà. Cette plateforme est une première sur le territoire car le dispositif existe déjà dans les autres pays d'outre-mer. Ce stock entreposé dans un hangar de l'armée peut porter secours à 2500 personnes.
pas seulement en Polynésie, mais aussi dans les autres pays du Pacifique où la France a apporté son aide. C'est important d'avoir ce prépositionnement de ce matériel qui est facilement transportable avec l'appui des armées aussi, parce que en l'espèce, ce sont les armées, soit par bateau, soit par avion, qui pourront, je dirais, apporter ce soutien. Un autre équipement important de ce dispositif, cette unité de potabilisation d'eau de mer, vitale dans les atolls des Tuamotu ou du Pacifique, où l'eau est une denrée rare. Également dans l'actualité, la déception d'Oscar Temaru et ses avocats. La Chambre de l'instruction a confirmé ce matin la saisie de plus de 11 millions de francs sur le compte du Tavana. Le maire de Fa'a, vous le savez, a contesté cette saisie pénale. Ses militants sont venus nombreux ce matin devant le tribunal de Papeete soutenir leur leader. Pour l'avocat d'Oscar Temaru, Maître Giard, le motif principal de la saisie pour risque de dissipation est une aberration. Il ne cache pas sa déception. Je vous propose de l'écouter au micro de Mirko Van Fou. Moi, dans mon esprit, je pensais que la Chambre d'instruction ordonnerait la main levée de la saisie et ordonnerait en même temps qu'une instruction soit faite pour que M. Temaru soit entendu contradictoirement sur les reproches qui lui sont faits. C'était pour moi la voie normale que devait emprunter la justice. Ça n'a pas été le cas. Les motifs exacts, on les aura aujourd'hui parce que je n'ai pas la décision. Donc bien sûr, on va la lire. Ce qui est important, c'est que c'est une décision contre laquelle il n'y a pas d'appel possible. Il n'y a qu'un pourvoi en cassation dans un délai de 5 jours, je crois. Donc, ça veut dire aussi en clair que même le pourvoi, même quelle que soit la suite, l'argent qui a été prélevé sur les comptes de M. Temaru, il n'est pas prêt de les revoir. Voilà, vous venez de l'entendre, le maire de Fa'a se voit donc définitivement saisi des 11,5 millions de francs. Vous le savez, quand le bâtiment va bien, tout va bien. Et parmi les futurs chantiers prévus par le gouvernement, le réaménagement du port de pêche de Papeete à Mututa, soit 20 000 mètres carrés d'espace à optimiser. Après 4 ans de gestation, le schéma final a été présenté ce matin aux professionnels du secteur. C'est un dossier signé Laïté Mauri et Mirko Van Fou. Il y a aussi des enjeux de réhabiliter des infrastructures, parce qu'il y en a certaines qui ont plus de 20 ans. Fini l'aménagement sans planification. La nouvelle organisation prévoit pour chacune des zones une fonction définie. Au sud, la création d'un quai, de 2 nouvelles tours à glace, un bâtiment traiteur pour la vente à emporter et ainsi limiter les va-et-vient incessants. Autre problématique, le stationnement. Cette partie nord du port de pêche accueillera l'immeuble des armateurs et des places de parking. On aura toujours un problème de place, ça a été dit, c'est si on construisait un port à un endroit complètement différent, ce serait un autre projet. Là, on est dans un port déjà existant, dans un périmètre qui est contraint, dans un port qui fonctionne. Donc ça, c'est des grosses contraintes en termes de réaménagement. Donc on ne pourra pas, de toute façon, encore une fois, c'est un compromis. Ce quai sera entièrement dédié au débarquement du poisson. Retour aussi de la vente en criée, une pratique disparue il y a plus d'1 an, mais les pêcheurs demandent un peu plus. Il manque quand même, à mon sens, la réception du produit. Aujourd'hui, on n'a pas assez de bacs. Donc, il faudrait qu'on pense aussi à avoir plus de bacs pour le déchargement. Pour le ministre de la Pêche, il faut tenir compte des leçons de la Covid. L'écoulement des stocks est une priorité. Il faudra donc changer les habitudes. Le fait d'avoir une nouvelle répartition fonctionnelle de ce port va certainement changer aussi la façon du coup de fonctionner de ces entreprises. C'est le message que je leur ai adressé. Il faut aussi, c'est pour ça que je tenais à aller voir tous là, on les a vus séparément. Il faut aussi que chacun adapte sa façon de travailler pour faire en sorte que tous ensemble, on puisse augmenter la production parce que c'est l'objectif. Aujourd'hui, 69 palangriers travaillent sur le port de pêche. La production commerciale est de 6 600 tonnes de poissons par an et les déchets sont systématiquement rejetés au large. La possibilité de recycler les déchets de poissons, puisque dans notre volonté de valoriser au mieux nos produits, forcément il va y avoir un peu plus de déchets et en prévision aussi du doublement dans les 10 prochaines années des volumes de pêche espérés. Coût du réaménagement, 3,7 milliards de francs pacifiques. Reste ensuite le questionnement des bateaux ventouses au nombre de 8 au quai de Fareouté. Le port de pêche représente 1,6 milliard en valeur exportée.
En France, comme nous vous l'annoncions hier, Sébastien Lecornu a été nommé ministre des Outre-mer. Il succède ainsi à Annick Girardin. Comme prévu, la passation de pouvoir entre les deux élus a eu lieu ce mardi au ministère des Outre-mer. L'État a besoin des collectivités territoriales en Outre-mer, comme les collectivités territoriales ont besoin de l'État, a-t-il déclaré dans son allocution, insistant sur son souhait de tendre tout de suite cette main républicaine à tous ces élus locaux issus des municipales. D'ailleurs, à Bora Bora, on se prépare à une seconde vague de coronavirus avec l'arrivée des touristes le 15 juillet. Différents partenaires industriels de l'île, mais aussi la commune, les associations de quartier ont fait appel à Olivier Touboul pour les former. Il a invité tous les participants à promouvoir auprès donc de la population de Bora le respect des gestes barrières et l'utilisation des gels hydrauliques. Des mesures nécessaires selon lui pour se protéger des touristes potentiellement porteurs du Covid-19. Il répond à Rosanna Mahuta. Effectivement, on fait rentrer dans le pays des gens qui potentiellement peuvent être porteurs du virus Covid-19. Il faut vraiment qu'on puisse être capable de se protéger. Et là, on offre plus de 1200 produits à la population, aux familles polynésiennes au travers de ces différentes associations de quartier qui sont mis en place par la commune et par la population. Voilà, 1200 flacons de gel hydroalcoolique ont été distribués à l'occasion de cette formation. D'ores et déjà, toutes les dessertes aériennes d'Air Tahiti ont repris ce mardi à l'aéroport de Fa'a. Ils étaient nombreux à prendre le vol de Maupiti. Vous allez entendre quelques réactions de passagers soulagés de pouvoir reprendre enfin l'avion. Ils étaient au micro de Patrick Tinsin. On est content aujourd'hui parce qu'à Maupiti, il y a des personnes de famille, des pêcheurs et ainsi les agriculteurs. Ils n'ont plus de revenus. Et aujourd'hui, il y a l'avion. On peut dire que c'est un soulagement pour nous, la population de Maupiti, ainsi pour nous, pour les Evasan sur Tahiti. On a ouvert 2 vols par semaine. S'il n'y a pas de touristes, c'est difficile pour nous. C'est très difficile. Pour les pêcheurs, même les pensions familles, c'est dur aussi pour eux. Pas que les pêcheurs, même les magasins aussi, c'est dur aussi. Pour eux aussi. Je veux dire pour tout le monde. Personnellement, je rentre à Maupiti parce que mon papa il n'est pas bien et je suis contente que les vols de Maupiti reprennent. Parce que sinon, on devait prendre l'avion de Tahiti, Bora. Et de Bora, on prend les petits Marara pour rentrer. On dépend de mon petit express et mon petit express ne fait plus ce trajet Bora-Maupiti. C'est pour ça on prend l'avion. Voilà, direction les Marquises et on s'arrête à Hivaoa où l'activité de l'île, vous le savez, reprend timidement. Les commandes qui arrivent par bateau est aussi révélateur de l'état de santé de l'économie de l'île. Le ravitaillement mensuel réalisé par le Tapuru en dit long puisque le volume des marchandises a baissé de 40% par rapport à ce qu'avait connu Hivaoa avant la crise du Covid. À part la consommation des particuliers, l'activité du BTP est au ralenti. Et ils attendent toujours donc l'ouverture des marchés publics, comme en témoigne ce patron interrogé par Sylvain Lamiral. L'activité, c'est-à-dire ça redémarre, mais très difficilement. Mais là, je dois finir un chantier et puis après, on sera en attente, des prochains éventuels chantiers. Et comme promis, direction Huahine pour ce reportage intitulé « Des tranches de vie ». L'île de Huahine regorge tellement d'histoires et de légendes. En voici un bref aperçu avec ce reportage de Brigitte Olivier et Heidi Nkou. Huahine ne ressemble à aucune autre. Vous me direz que chaque île a ses particularités. Je vous répondrai oui, mais Huahine est différente. Un endroit unique au monde, au relief découpé, aux contours compliqués. On vous parlera du pic de Hiro, puisque la bienséance nous interdit de le dire autrement. Mais ce n'est pas le seul attrait de cet endroit magique. Bien sûr, je vous raconterai aussi les innombrables vestiges historiques qui n'ont pas encore dévoilé le 10e de leur richesse. Et quand le soleil se couche,
Vous admirerez en fond les pêcheurs du soir qui viennent inspecter les parcs à poissons. Et vous commencerez alors à comprendre des habitants chaleureux mais méfiants, un peu rétifs au développement. Agriculteurs ou pêcheurs qui ont su garder un mode de vie très insulaire. Et ils vous décriront avec une certaine réserve les petites choses du quotidien, comme le Pereo Faraoa qui passe chaque jour à 4h et 9h du matin pour la livraison du pain à domicile. Un peu interloqué que les journalistes de Tahiti puissent s'intéresser à cela. J'ai l'habitude de faire tous les jours. Alors qu'est-ce que vous transportez alors? Du pain. Que du pain, ouais, seulement du pain. Donc les habitants, ils sont au rendez-vous, ils sont là, ils savent que vous allez passer? Oui, ça, ils sont habitués tous les jours. Ouais, même, Quand je viens juste à la maison, après je rentre sur mon moto là, c'est un peu loin. Après j'ai dit je vais venir par là. Oui, c'est pour vous tout ce pain? Non, c'est pour les canards. Pour les canards? Voilà. Huaïné, c'est aussi l'île des filles. Ce sont elles qui conduisent, comme elles l'entendent, leur vie et leurs amis. C'est à toi cet engin? Ouais. T'as quel âge? 7 ans. 7 ans et tu conduis déjà un engin comme ça? Oui? Qui t'a appris? Papa. Papa? Tu t'amuses bien avec ça? Ouais. Et puis, étape incontournable, les anguilles de Faé, avec leurs gros yeux bleus, leur solide appétit, leur appétence pour les câlins avec les humains. L'âme de l'île s'incarne aussi dans ses anciens, choyés et respectés. Celui-ci se nomme Pita Aopa, neveu du rebelle Povana Aopa, le Metua, originaire de Huaïné, seul personnage polynésien immortalisé dans la pierre, beau et fier comme son île. Un mot de sport maintenant, football. Marama Vahirua poursuit l'aventure du ballon rond au sein de son ancienne équipe, l'OGC Nice, en tant qu'entraîneur adjoint des U19 nationaux. Marama Vahirua, qui a aujourd'hui 40 ans, était un attaquant brillant de l'équipe de 2004 à 2007. 111 matchs et 23 buts à son actif. Son rôle ne se limitera pas seulement à entraîner les jeunes, il animera également des séances spécifiques dédiées à tous les attaquants du centre. Enfin du surf pour clore ce journal, Kaolivast remporte la Coupe de la Fédération française de surf à Osgore. Le champion d'Europe junior fait un sans faute et décroche un 20/20 en finale face à Joan Duru qui obtient 11,83. La compétition née après le confinement et en raison de l'arrêt du tour professionnel qu'a entraîné la crise du Covid. La fédération a tenu à organiser sa propre compétition en invitant les 20 meilleurs surfeurs français. Écoutez le vainqueur de cette première édition. J'ai bien aimé et c'est pour ça que chaque série, j'étais assez patient. Je regardais beaucoup les locaux, comme Marc Lacomba à chaque fois dans chaque série. La deuxième, Johan, comment il se plaçait, Justin. Vu qu'ils sont tellement forts ici et j'ai bien regardé comment ils se plaçaient les séries d'avant et tout. Et j'essaie de me placer à peu près, toujours avec un esprit technique pour prendre justement la meilleure vague. Et non, j'ai réussi à tomber sur les bonnes vagues et à chaque fois c'est passé. Et en finale, il fallait que je m'amuse et en remontant dans la mousse, dans les grosses vagues, je me suis retourné sur celle-là et c'était la vague parfaite. Et c'est tout le tube, j'étais là, allez, j'espère, je vais sortir et j'ai essayé de bien gérer le tube et je suis sorti. Et du coup, voilà, après, j'étais trop content. Quant à Vahiné Fierro, notre championne se classe 3e en finale derrière Pauline Hadot et Joanne Defay. C'est ainsi que se referme ce journal dont je vous rappelle l'information principale. Mara'amou touche une grande partie de la Polynésie dès ce soir. D'après Météo France, ce phénomène devrait se généraliser sur la société et l'ouest des Tuamotu jusqu'à la fin de la semaine, avec des vents prévus entre 40 et 50 km/h. Si vous êtes frileux, il est peut-être le temps de sortir les pulls. À la une de vos quotidiens demain, la dépêche titre « Le port de pêche sera réaménagé ». Tahiti Info, ces élus qui défient la réforme. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. 5h30, vos infos radio. Très belle nuit sur la première. À demain. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.